Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Alors le cours qu'on va regarder en ce moment, ça sera le cours sur les caractéristiques des membranes biologiques. C'est un cours qui va traiter des caractéristiques essentiellement liées aux propriétés chimiques et physiques de ces membranes. Ce chapitre se divise en trois parties. La première partie concerne la composition moléculaire des membranes, la deuxième la structure de la membrane et la troisième la fluidité de la membrane qui est une de ses propriétés essentielles pour le fonctionnement de la cellule. Alors tout d'abord, au niveau de la composition moléculaire des membranes, signalons le premier composant essentiel, ce sont les lipides. Les lipides constituent environ 40% de la membrane. On distingue parmi les lipides plusieurs classes. La première classe qu'on va regarder, c'est la classe des phospholipides ou phosphoglycérides. Signalons que ces phospholipides forment à peu près 34% de la myéline. Alors ces lipides, ce sont des acides gras, comme on les appelle aussi, formés par quelque chose d'un petit peu particulier. Comme vous voyez, on a une molécule au centre, c'est la molécule de glycérol. Et puis vous voyez que cette molécule de glycérol, elle est entourée d'acides gras, en bas à droite, et par une tête polaire avec un groupe phosphore. Eh bien ce groupe, avec cette tête polaire, va jouer un rôle très important pour le positionnement de ces phospholipides dans la membrane cellulaire. Ce qui est important, c'est que cette tête polaire permet aussi des interactions très importantes avec d'autres molécules. Les pattes apolaires, donc formées par les acides gras, sont aussi très importantes pour leurs propriétés, notamment la rigidité plus ou moins grande de ces pattes. Alors ces acides gras comportent la plupart du temps entre 12 et 22 atomes de carbone, mais en ce qui concerne les mammifères essentiellement, ces acides gras sont surtout formés par deux classes, celles avec 16 et 18 atomes de carbone. Une autre caractéristique importante dans ces acides gras, ce sont le nombre de doubles liaisons. Alors ce nombre de doubles liaisons peut varier de 1 à 3. Et la présence de ces doubles liaisons entre les atomes de carbone va aussi donner des caractéristiques particulières, c'est-à-dire des angulations. Et ces angulations, on l'appelle aussi une structure de type 6. Donc, pour résumer, ces phospholipides ou phosphoglycérides, formés par les acides gras qui sont l'élément des pattes apolaires et les têtes polaires formées par les groupes phosphates, sont des molécules qu'on appelle amphiphiles, étant donné qu'ils ont une tête hydrosoluble ou hydrophile et des pattes qui sont liposolubles ou lipophiles. Le deuxième constituant important des lipides, ce sont les sphingolipides. Alors ces sphingolipides forment à peu près 36% de la myéline. Ces sphingolipides sont formés à partir de la sphingosine. On peut voir ici un exemple de céramide où nous avons le cœur de ces structures formées par la sphingosine et surtout ce qu'on peut remarquer, c'est le radical ici indiqué en bleu, étant donné que ce radical peut varier et puis il va essentiellement déterminer des propriétés de ces sphingolipides. Alors parmi ces sphingolipides, signalons la sphingomyéline. Alors la sphingomyéline est un céramide avec la phosphoéthanolamine ou phosphocholine. Dans ce cas, le radical, c'est égal à un résidu palmitate. Une autre sous-classe, ce sont les glycosphingolipides. Alors parmi les glycosphingolipides, signalons les cérébrosides. Alors les cérébrosides jouent un rôle très très important. D'une part, comme vous voyez sur le nom cérébroside, ils sont très abondants dans le cerveau, mais surtout ils sont très importants parce qu'ils ont un sucre sur la tête. Il n'y a pas de groupe phosphate. Donc ces composants sont généralement non ioniques. Deuxième sous-classe des glycosphingolipides, ce sont les gangliosides. Alors là, il y a carrément plusieurs sucres sur la tête, dont l'un est certainement l'acide sialique.
Ces gangliosides jouent un rôle très important dans la membrane de neurones et en fait, un défaut métabolique de ces glycosphingolipides est, disons, l'agent qui provoque la maladie de Tay-Sachs, une maladie extrêmement grave. Une chose importante, c'est que ces sphingolipides ne se trouvent pas équitablement répartis dans la membrane cellulaire, ils sont essentiellement le composant de la monocouche externe de la membrane. On va voir dans un instant pourquoi on parle de monocouche externe. C'est aussi une des caractéristiques des cellules animales et la présence de ces sucres sur la tête leur attribue très souvent une fonction très importante pour la reconnaissance. Reconnaissance de quoi? Alors d'une part l'immunité, donc une reconnaissance d'agents externes, mais aussi un rôle dans la spécificité cellulaire et aussi une reconnaissance de ligands et donc qui peuvent jouer un rôle important avec des récepteurs. Et notamment, on va signaler ici les récepteurs de la toxine colérique et de la toxine botulique. Troisième composant des lipides, c'est le cholestérol. Alors le cholestérol forme à peu près 22% de la myéline. Sa structure chimique, vous la voyez ici à droite. C'est une structure qui comporte plusieurs cycles aromatiques et une zone polaire avec un groupe hydroxyle. Alors le cholestérol, il est caractéristique des eucaryotes, il n'y en a pas du tout chez les prokaryotes, et chez les végétaux, il y a une molécule très proche du cholestérol qui est le phytostérol. Chez les prokaryotes, rappelons que la membrane externe de la cellule est essentiellement formée uniquement par des phospholipides. Quel est le rôle du cholestérol? Eh bien, c'est l'agent qui joue le rôle primordial, essentiel pour la fluidité membranaire. Le cholestérol est un constituant primordial, mais attention aux proportions molaires de ces différents lipides. En effet, indépendamment du poids, si on regarde la composition molaire, on voit que le cholestérol est le lipide le plus abondant. Il est en proportion 4 par rapport à des phospholipides qui sont 3 et des galactolipides en proportion 2. Donc 4, 3, 2, ça sera la proportion relative de cholestérol, phospholipides et galactolipides. Maintenant, on a vu le composant lipidique de la membrane cellulaire. Maintenant, on va voir l'autre composant qui est le composant protéinique. Alors, une caractéristique des protéines, c'est que d'une part, on peut dire que c'est le constituant principal puisqu'il représente environ 60% de la membrane cellulaire, mais leur proportion est extrêmement variable d'une cellule à l'autre. Alors dans la myéline des cellules du système nerveux central, on trouve 20%. Dans le système nerveux périphérique, 23%. Dans le globule rouge humain, 49% est formé de la membrane cellulaire est formé par les protéines. La membrane externe de la mitochondrie, on voit que le chiffre est assez proche, environ 52%, tandis que dans la membrane interne de la mitochondrie, cette proportion atteint 76%. Aussi bien dans la bactérie gram-positive qui est de l'ordre de 75%. On rappelle très brièvement qu'on distingue les protéines aussi en fonction de leur forme, en plus que de leur poids moléculaire. On a des protéines globulaires, ou amide hélice alpha, on a des sandwichs de feuillet bêta et d'autres protéines à conformation très variable qui peuvent avoir un rôle important pour une liaison agoniste-récepteur et pour la perméabilité de la cellule. C'est quelque chose qu'on va voir dans le détail dans quelques cours. Une des caractéristiques importantes des protéines, en particulier par rapport à leur rôle dans la membrane cellulaire, c'est surtout la présence de nombreux groupes ionisables. Alors, rappelons que les acides aminés sont caractérisés par un pH isoélectrique, un pH auquel le nombre de charges négatives est égal au nombre de charges positives. En fait, on a deux types de réactions importantes. La dissociation acide, où on voit que l'acide plus l'eau va donner H3O+, et une base, et la dissociation basique, où la base plus l'eau va donner un hydroxyle, OH-, plus un acide. Donc,
lorsqu'on regarde la structure d'un acide aminé, on aura le groupe amide et le groupe carboxyle, eh bien on se rend compte que ces groupes vont interagir avec l'eau et être au centre de réactions aussi bien de dissociation acide et de dissociation basique. Donc, lorsque le pH est supérieur au pH isoélectrique, l'acide aminé aura tendance à être chargé négativement. Et lorsque le pH est inférieur au pH isoélectrique, il aura tendance à être chargé positivement. On va regarder quelques caractéristiques. Dans le cas de la pepsine, le pH isoélectrique est inférieur à 1. Dans le cadre de la myoglobine de cheval, le pH isoélectrique est égal à 7. Et dans le cas de l'hémoglobine humaine, il est égal à 7,1. Dans le cas du lysozyme de poulet, le pH isoélectrique est égal à 11. Une autre structure importante dans laquelle on voit ces groupes ionisables, bien entendu, ce sont les nucléotides, qui ne forment pas du tout partie des composants moléculaires des membranes, mais juste pour rappeler que dans le cas des nucléotides, la fonction acide phosphorique et la charge négative qui lui est associée jouent un rôle très important pour la structure, bien entendu, de l'ADN. Le polymorphisme lipidique est une des caractéristiques les plus intéressantes pour les lipides en phase aqueuse. En effet, dans le cas du polymorphisme lipidique, on doit se rappeler un phénomène très intéressant du point de vue historique, c'est l'observation qui avait été faite par Benjamin Franklin, le physicien américain, d'ailleurs un homme politique qui avait joué un rôle très important lors de l'indépendance des États-Unis. Benjamin Franklin avait fait une observation simple, c'est-à-dire que si on jetait de l'huile autour des bateaux en tempête, eh bien la mer se stabilisait. Alors il essayait de comprendre pourquoi ceci se passait toujours, et c'était toujours vrai, quel que soit le type de mer, quelle que soit la tempête. En fait, il a imaginé qu'il y avait une interaction entre les composants de l'huile et l'eau. Évidemment, il n'avait pas encore les connaissances chimiques que l'on connaît aujourd'hui, mais grosso modo, son hypothèse était tout à fait vérifiée par la suite, et aujourd'hui on peut l'interpréter de la manière suivante. En fait, nous avons des groupements apolaires, qui sont la caractéristique des lipides, qui se trouvent en présence d'un milieu polaire qui est formé par l'eau. Il y aura donc une perturbation qui va avoir lieu. Alors, quelle est cette perturbation ? Les régions hydrosolubles ou hydrophiles auront tendance à se rapprocher et donc surtout à former des liaisons hydrogènes entre elles, et les régions liposolubles ou hydrophobes auront tendance aussi à se rapprocher par des liaisons hydrophobes. Aujourd'hui, on le connaît un peu mieux par les découvertes qui remontent à peu près à un siècle en arrière. En 1917, Irving Langmuir avait fait la première description correcte de ce phénomène en disant que lorsqu'on avait des lipides en contact avec l'eau, ces lipides allaient former une couche, c'est pour ça qu'on parle de monocouche. Alors, quelle était la disposition de cette monocouche ? Eh bien, les têtes de ces lipides, ici on parle souvent de phospholipides, eh bien ces têtes polaires, évidemment, sont tournées vers l'eau, donc la partie polaire vis-à-vis de la partie polaire qui est formée par l'eau, et les pattes, qui sont la partie hydrophobe, plutôt en l'air, et donc ces lipides, ces phospholipides prendraient un peu l'allure, comme vous le voyez ici, avec la tête en bas et les pattes en haut. Alors maintenant, le polymorphisme lipidique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on peut dire que le polymorphisme lipidique, c'est la tendance naturelle des lipides à adopter plusieurs types de phases en milieu aqueux. Alors voyons quelle est la forme que peut prendre un lipide en phase aqueuse. Alors tout d'abord, on peut dire qu'un lipide va essayer de trouver une position d'équilibre, la position d'équilibre étant dictée par la partie hydrophile et la partie hydrophobe et les interactions que ces deux parties ont avec le milieu environnant. Alors on peut voir des lipides qui peuvent avoir des formes cylindriques. Alors qu'est-ce qu'il y aura comme phase possible ? Eh bien, il y aura une phase lamellaire. Alors dans la phase lamellaire, comme vous le voyez dans ce schéma, on peut avoir les parties hydrophobes des lipides qui se jouxtent l'une à côté de l'autre et les parties hydrophiles
qui sont à l'extérieur, à côté de l'eau. Alors effectivement, vous voyez que ceci permet de former des lamelles. La raison pour laquelle on appelle ceci une phase lamellaire ou phase L. Alors quelques exemples de lipides qui vont avoir tendance à prendre cette phase, ce sont la phosphatidylcholine, on abrège parfois aussi par PC, la sphingomyéline, SM, et la phosphatidylsérine. Maintenant, qu'est-ce qui va se former au niveau de la phase lorsque la forme du lipide ne sera plus cylindrique mais conique? Eh bien, vous voyez qu'avec une forme conique, on aura deux possibilités. Alors la première possibilité, c'est ce qu'on appelle la phase hexagonale H1, où on voit qu'à la base du cône, il y a la tête hydrophile, et par exemple, une seule patte ou deux pattes très petites vont former la pointe du cône. Et dans ce cas-là, on aura la phase hexagonale H1. Alors, qu'est-ce que cela signifie? La forme de cône va induire la formation de structures particulières. C'est un peu ce que l'on observe lorsque, par exemple, dans un lac salé, l'eau est évaporée. Eh bien, la structure les plus stables du point de vue énergétique sont des structures de type hexagonal. C'est pour ça que, là aussi, les structures auront tendance à prendre des dessins qui vont ressembler à ces structures hexagonales des lacs asséchés. Et alors là, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on va remarquer que les pointes des cônes, qui sont hydrophobes, vont être les unes à côté des autres et donc former une sorte de cylindre, comme vous le voyez, avec de l'eau à l'extérieur et la partie hydrophobe à l'intérieur. Par contre, dans la phase hexagonale H2, on voit que les pattes sont plutôt ouvertes, ou bien elles prennent beaucoup de place, et donc la base du cône est formée par les pattes hydrophobes, et la pointe du cône est formée par la tête hydrophile. Alors dans ce cas-là, la structure sera exactement l'inverse. On aura à l'intérieur de ces structures un peu cylindriques de l'eau, puisque l'eau aura tendance à se rapprocher à la pointe du cône qui est formée par les têtes hydrophiles. Un exemple important, c'est la phosphatidyle-éthanolamine, ou PE. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Alors, dans la réalité, on a très rarement un seul type de lipide, nous en avons plusieurs. On a donc un mélange de lipides. Alors, les lipides auront tendance à s'associer de sorte à échanger le maximum d'interactions hydrophobes et à former des domaines lipidiques. Alors, quels sont les facteurs importants pour la formation de ces domaines? Alors, tout d'abord, la structure des parties hydrophiles et hydrophobes, la température, le pH, la présence de cations divalents, par exemple le calcium++, le calcium qui porte deux charges positives. Maintenant, lorsqu'on aura ce mélange, eh bien, on aura des perturbations, comme on a vu, qui vont avoir lieu entre la phase aqueuse et la phase lipidique. Évidemment, toujours pour une question énergétique, ces perturbations auront tendance à amener ces lipides, ce mélange de lipides, à minimiser les perturbations, donc à former des associations dans lesquelles les lipides de même type auront tendance à s'agréger les uns à côté des autres. Et comme vous le voyez ici, sur le schéma, on aura la formation de domaines formés par des lipides homogènes. C'est ce qu'on appelle aussi la séparation latérale de phase. Alors, nous avons un exemple précis pour illustrer l'importance de cette séparation latérale de phase en biologie. Eh bien, c'est un mélange où nous avons de la phosphatidyle-éthanolamine et de la phosphatidylsérine. On ajoute un cation divalent, par exemple le calcium. Eh bien, le calcium va se fixer sur la tête polaire de la phosphatidylsérine et la taille de cette tête polaire, elle va donc augmenter. Alors, si elle augmente, il y aura une séparation, cette fois-ci latérale de phase. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que la phosphatidyle-éthanolamine va prendre une forme de phase H2. Pourquoi ceci est très important? Parce que ce changement de phase
eh bien, c'est un des mécanismes que l'on a découvert actuellement comme étant à la base de la phagocytose ou de l'exocytose, c'est-à-dire la formation de ces vésicules à partir de la membrane cellulaire. Comment est-il possible que tout d'un coup, à partir de la membrane cellulaire, se forment des vésicules et comment ces vésicules vont-elles fusionner avec la membrane? Eh bien, on a vu que la plupart du temps, le rôle du calcium est essentiel et pour comprendre pourquoi le rôle du calcium est essentiel, eh bien, on a observé que ce calcium allait induire ce changement de phase. Donc là, on voit une très belle illustration de l'importance biologique, particulièrement pour la cellule, de ces changements de phase, en particulier la séparation latérale de phase et du polymorphisme lipidique. Maintenant, on va parler des micelles. Alors, les micelles, qu'est-ce que c'est? En fait, qu'est-ce qu'on a observé? C'est que lorsque la concentration de molécules amphiphiles augmente, elle atteint à un moment donné une concentration critique, qu'on appelle la concentration critique de micelles. Alors, l'exemple ici, c'est l'exemple où nous avons une molécule amphiphile avec une pâte apolaire, par exemple le dodécylsulfate. C'est une molécule très souvent utilisée pour des modèles de laboratoire. Eh bien, on aura une enveloppe de Van der Waals, qui sera dans ce cas-ci une enveloppe conique. C'est en quelque sorte l'enveloppe qui permet de définir la forme de cette molécule amphiphile en tenant compte des liaisons Van der Waals, les liaisons hydrogènes et les liaisons hydrophobes. Alors voilà que se forme un micelle, c'est-à-dire une structure particulière où plusieurs de ces molécules amphiphiles, ayant dépassé cette concentration critique, vont s'associer en quelque sorte pour former une sorte de boulette. Et ces micelles vont avoir tendance bien entendu, à chercher la structure la plus stable d'après leur force de liaison. Maintenant, on va voir de quelle manière cette bicouche lipidique peut se former à partir des micelles. Alors maintenant, imaginons que la taille des micelles, bien entendu, dépend du nombre et de la taille de molécules. Alors maintenant, si on continue à rajouter des molécules, on en rajoute, bien entendu, on a cette boulette dans laquelle on insère des cônes, eh bien, elle va grandir, mais à un moment donné, elle va devenir instable. Alors si la taille devient instable parce qu'on a mis des coins à l'intérieur de cette sphère, eh bien à ce moment-là, il peut y avoir des instabilités qui vont laisser filer un petit peu d'eau. Pourquoi? Parce que on a à l'extérieur, bien entendu, cette couronne de tête polaire, et donc on aura de l'eau qui sera en contact avec cette tête polaire. Alors l'eau n'aura pas tendance à entrer facilement dans un micelle, parce que par définition on peut dire que l'eau est exclue du micelle. Mais si on a déstabilisé le micelle en lui rajoutant des éléments de plus en plus gros, à un moment donné on pourrait avoir la possibilité d'une instabilité, bien entendu, transitoire. Ceci n'est pas une forme stable. Alors si le micelle commence à devenir instable, parce qu'on a forcé l'entrée de l'eau, en quelque sorte, eh bien, ces structures qu'on n'appellera plus vraiment des micelles, eh bien, très instables, vont avoir tendance à s'aplatir, et sous l'effet du poids, eh bien, d'autres forces peuvent apparaître, ou bien sous l'effet d'autres forces encore, de pression, et bien, ces structures vont avoir tendance à éclater. Eh bien, on voit dans ce schéma donc l'apparition de bicouches en quelque sorte. Ceci, c'est une des hypothèses qui a été avancée par certains chercheurs pour expliquer l'apparition de bicouches de manière spontanée dans la nature. Bien entendu, ce n'est qu'une hypothèse, mais qui peut être reproduite partiellement au laboratoire. Maintenant, la bicouche lipidique, elle a été étudiée essentiellement à partir d'extraits d'érythrocytes, donc de globules rouges humains, à partir de 1925 par les chercheurs Gorter et Grendel. Alors, le lipide qu'on a immédiatement reconnu, ce sont les phospholipides, la classe de lipides, disons, qui est donc une molécule amphiphile avec deux pattes polaires. Alors, dans ce cas-là, l'enveloppe de Van der Waals est plutôt cylindrique, elle aura un encombrement spatial plus important. Donc si on reprend un petit peu le schéma
l'hypothèse plutôt qui a été évoquée pour la formation de ces bicouches, on se rend compte qu'on peut très bien avoir une bicouche assez stable en ayant des phospholipides qui forment un peu la partie plate de ce disque et avoir d'autres molécules qui forment les formes coniques, par exemple le dodécylsulfate qu'on a vu tout à l'heure. Donc on arrive, en faisant un peu de bricolage chimique, à obtenir des sortes de micelles qui, au lieu d'être sphériques, sont discoïdales. Mais bien entendu, ceci n'est possible que si nous avons un mélange, et je reviens à tout à l'heure quand j'avais dit l'importance des mélanges de lipides. Là aussi, on voit qu'il y a un mélange particulier. Et donc on voit que les lipides d'un certain type forment là déjà un microdomaine aux deux extrémités de ce micelle discoïdal. Mais bien entendu, là, on a une structure qui est cette fois-ci stable, puisque nous n'avons plus d'eau à l'intérieur. Maintenant, les propriétés d'agrégation des lipides. Alors, les propriétés d'agrégation des lipides, on peut dire tout de suite que l'une des caractéristiques, c'est d'être imperméable, d'être isolant. En fait, la membrane cellulaire se comporte comme un isolant entre deux conducteurs. Alors, qu'est-ce que c'est un isolant entre deux conducteurs? Eh bien, c'est l'exemple du condensateur. On va voir dans le détail dans quelques heures la structure de ce champ et un certain nombre de ses caractéristiques. Mais on peut dire, si on regarde les dimensions et les mesures que l'on peut faire dans la plupart des cellules, c'est que nous avons une différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule de l'ordre de 70 millivolts. La taille de cette membrane cellulaire est de l'ordre de 70 angstroms ou de 700 nanomètres. Eh bien, on se rend compte que si on regarde le nombre, si on fait la transformation en unités, à partir des millivolts, on les transforme en volts, donc 70 fois 10 puissance moins 3 volts, divisé 70 fois 10 puissance moins 10 mètres, on se rend compte que nous avons ici un champ assez important, puisqu'il est de l'ordre de 10 puissance 7, c'est-à-dire de 10 millions de volts par mètre. Maintenant, une autre caractéristique d'agrégation des lipides, c'est celle d'être autoréparables. On peut dire que les lipides en phase aqueuse cherchent toujours la phase énergétiquement la plus stable en fonction des interactions hydrophobes. Après avoir vu quelques caractéristiques des lipides, voyons les protéines très rapidement. On va revenir sur le rôle principal, c'est-à-dire le rôle de récepteurs et de leur action avec les agonistes, surtout pour la possibilité d'organiser en quelque sorte le passage de substances, de ions en particulier, mais pas uniquement, à travers la membrane. Comme vous le savez peut-être aussi, ces protéines peuvent aussi faire passer de l'eau à travers la membrane. Et donc, elles jouent un rôle vraiment très important pour les régulations de la cellule, notamment de son volume et non seulement de ses métabolites. Mais pour ce qui concerne le côté électrique, si on parle de propriétés associées au passage d'ions, eh bien cela signifie le passage de charges électriques. Alors si on fait passer des charges électriques à travers un conducteur et que ce passage de charge peut être variable en fonction de certains paramètres, on va parler de résistance variable. Et en fait, ces canaux transmembranaires jouent exactement ce rôle-là, le rôle de résistance variable qui s'oppose au rôle de condensateur joué par les lipides. Et puis finalement, les activités enzymatiques sont aussi très importantes. En effet, déjà à l'intérieur de la membrane, on peut assister à des réactions enzymatiques, je dirais même essentielles pour la cellule. Maintenant, voyons quelques modèles de la membrane cellulaire. Alors, les modèles de membrane cellulaire, on a commencé à les faire à partir des années 30-40. Comme vous le voyez, ceci suit d'à peu près une décennie l'étude de la structure de cette membrane qui avait commencé par l'étude de la membrane d'érythrocytes. Alors le premier modèle un peu complet, c'est le modèle qu'on appelle souvent le modèle élémentaire de Dawson et Danieli. Alors dans ce modèle, les auteurs avaient identifié les deux composants principaux, c'est-à-dire les protéines et les phospholipides d'un autre côté. Ils avaient suggéré l'existence de pores couverts de protéines. Et comme vous le voyez sur ce schéma, ils avaient imaginé que les pores, évidemment, devaient faire passer des substances polaires, des substances, disons, hydrophiles, et donc il fallait que ces pores
mettent en communication l'extérieur et l'intérieur de la cellule par un tapis de protéines. Donc ça, c'était le premier modèle. Ensuite, à partir des premières observations aussi de microscopie électronique, le modèle de Robertson est apparu dans les années 50. Dans ce modèle, on avait mis en évidence l'existence de glycoprotéines et il avait suggéré que les glycoprotéines étaient à l'extérieur, tandis que les protéines formaient une couche à l'intérieur et il y avait en quelque sorte un tapis glycoprotéines et protéines d'un côté et de l'autre, et entre ces deux composantes, il y avait la double couche phospholipidique. Finalement, il a fallu attendre le début des années 70 pour voir apparaître le modèle final, en quelque sorte, le modèle de Singer et Nicholson, qui, grâce non seulement aux observations de microscopie électronique, mais grâce à la combinaison de plusieurs techniques, sont arrivés à définir celui qui est encore aujourd'hui le modèle le plus valable de la membrane cellulaire, c'est-à-dire le modèle de la mosaïque fluide. Alors vous voyez dans ce modèle que l'aspect en microscopie électronique permet de mettre en évidence ces composantes qui avaient un peu induit en erreur le Robertson. Donc on voit deux épaississements un peu foncés que Robertson avait pris pour la couche de glycoprotéines et de protéines, et l'espace entre ces deux zones un peu plus sombres, c'est bel et bien la partie formée par la double couche phospholipidique. Mais en fait, vous voyez que dans la réalité, ces deux parties plus denses ne correspondent pas réellement aux protéines, mais plutôt aux deux zones polaires. Donc les têtes polaires des phospholipides à l'intérieur et à l'extérieur forment ces deux zones plus sombres, et pas les protéines. Donc vous voyez que on avait mal interprété l'observation. Et alors, une des caractéristiques de ce modèle de la mosaïque fluide, c'est qu'en fait, des protéines sont transmembranaires. Ces protéines peuvent traverser complètement la membrane cellulaire. Ils peuvent être associés à l'intérieur de la cellule à d'autres protéines, mais il n'y aura pas de protéines de la membrane cellulaire qui se trouvent libres à l'extérieur de la cellule. Donc, on a un modèle essentiellement asymétrique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, au niveau des lipides, la couche externe elle est formée d'acides gras plus saturés. Il y aura, entre autres, davantage de phosphatidylcholine et des galactocérébrosides. Vous vous souvenez, ces lipides qui ont des sucres sur la tête, eh bien ceux-là, ils se trouvent à l'extérieur. D'autre part, dans la couche interne, il y aura des acides gras très insaturés, il y aura davantage de phosphatidylsérine et de la phosphatidyléthanolamine. Et là, vous vous souvenez l'importance de ce mélange pour le changement de phase, notamment lié à leur rôle pour l'endocytose ou l'exocytose. Et ensuite, une asymétrie par rapport aux protéines. Il n'y a pas de protéines à l'extérieur de la membrane. Il peut y avoir, bien entendu, des protéines associées aux protéines transmembranaires à l'intérieur, mais jamais à l'extérieur. Ici, vous voyez dans ce schéma d'artiste un peu apparaître tous ces éléments. Donc, on voit les éléments transmembranaires, on voit la présence aussi de cholestérol, et dans un instant, on va voir que ce cholestérol va jouer un rôle très important pour la fluidité. Maintenant, on va parler rapidement des liposomes qui ont été introduits par Bangham en 1961. Alors pourquoi les liposomes ont un rôle particulier et méritent un sous-chapitre? Eh bien parce que les liposomes, comme vous le voyez ici, sont formés par exemple par une double couche lipidique. Double couche signifie, contrairement aux micelles, que nous avons aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des phases des têtes polaires. Donc, un élément de la membrane cellulaire qui peut être en contact avec l'eau de manière stable. Donc, les liposomes peuvent être tout à fait stables avec de l'eau à l'intérieur. Mais bien attention, ici, il ne s'agit pas d'un micelle, mais d'un liposome, c'est-à-dire une double couche. Eh bien, ils sont importants parce qu'ils ont été utilisés comme modèle de membrane. L'inclusion de protéines dans la membrane a en effet permis l'étude des structures et des fonctions de ces protéines, notamment le récepteur à l'acétylcholine, qui a été le premier récepteur à être étudié
totalement et être compris dans tous ses détails par Jean-Pierre Changeux, un chercheur français très connu, eh bien ceci a été possible grâce à l'utilisation de liposomes. Deuxième rôle très important et qui prend beaucoup d'importance de nos jours pour les liposomes, c'est un rôle de seringue transmembranaire pour des agents thérapeutiques. Alors si on regarde ici ce liposome, on peut voir que ces liposomes sont porteurs de molécules actives lipophiles. Alors ces molécules actives lipophiles peuvent être incorporées dans la bicouche lipidique ou associées à cette bicouche lipidique. Alors pourquoi ceci est important? Parce que certains médicaments antitumoraux sont injectés grâce à cette possibilité des liposomes, disons, d'incorporer les principes actifs. Certains médicaments antiviraux et anti-sida en particulier jouent aussi sur ce rôle, en particulier deux médicaments qui sont très connus dans la trithérapie contre le sida, l'AZT et le DDC, la didéoxycitidine. Ici, vous voyez un autre élément qui se trouve à l'intérieur. Alors pourquoi? Eh bien parce que, étant donné que c'est des seringues transmembranaires, elles peuvent aussi simplement enrober des molécules. Alors le liposome, une fois qu'il entre en contact avec la cellule, va fusionner avec la membrane cellulaire et donc, en quelque sorte, injecter à l'intérieur de la cellule ce qui se trouvait à l'intérieur. Donc, le fait de pouvoir enrober des molécules est très important, puisque d'une part, ceci va permettre d'augmenter la pénétration dans la cellule, protéger le passager d'agents de destruction, ça peut être des enzymes divers ou divers agents de destruction extracellulaires qui sont dans le milieu extracellulaire. On peut encore indiquer que par cette méthode, on a aussi utilisé des plasmides qui sont des petits bouts d'ADN d'origine bactérienne que l'on peut manipuler en laboratoire, et ces plasmides peuvent être justement être manipulés de manière à pouvoir exprimer des sortes de gènes et être utilisés donc dans des essais de thérapie génique, si on veut par exemple essayer de modifier le génome de la cellule cible. Finalement, deux autres rôles importants des liposomes, les liposomes furtifs. Dans le cas des liposomes furtifs, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les liposomes sont modifiés par l'incorporation de lipides plutôt hydrophiles. Alors, ça peut sembler un contresens, mais il y a des lipides qui sont plus hydrophiles que d'autres. Alors, pourquoi l'incorporation des lipides hydrophiles? Parce que ceci va faciliter le déplacement rapide dans le flux sanguin. Et là aussi, on a des molécules antitumorales, la doxorubicine ou la mitoxantrone, qui sont administrés par cette voie. Un autre type d'emploi en thérapeutique, ce sont les immunoliposomes, qui sont modifiés par l'incorporation d'anticorps spécifiques. Alors là, simplement, on voit que les immunoliposomes, par le fait qu'ils contiennent ces anticorps, peuvent assez facilement être inclus dans la membrane cellulaire et donc en quelque sorte passer ces anticorps aux cellules cibles. Alors maintenant, on va parler d'une caractéristique importante qui est la fluidité de la membrane. Alors tout d'abord, la transition conformationnelle. Alors la fluidité de la bicouche lipidique dépend de la température. En effet, il existe une température qu'on appelle une température de transition, généralement comprise entre 10 et 40 degrés centigrades, qui est en quelque sorte la température qui permet de faire le passage entre l'ordre et le désordre. Si la température ambiante est inférieure à la température de transition, nous avons une structure ordonnée et donc les phospholipides auront tendance à avoir une structure qu'on appelle tout trans, c'est-à-dire les feuillets bêta ou bêta prime sont parallèles et relativement rigides. Ceci donnera à la membrane une allure visqueuse. C'est ce qu'on appelle aussi la phase gel ou bien L-bêta. Maintenant, si la température augmente, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à cause de l'augmentation de température, la température de transition, cette fois-ci, est dépassée, et on va passer de la structure ordonnée de tout à l'heure à une structure désordonnée. Alors, quelle est la caractéristique de ces structures désordonnées? Eh bien, en quelque sorte, on peut dire que les pattes, au lieu d'être
parallèles les unes aux autres, elles vont être un peu dans tous les sens. On peut dire que c'est le cas, et ça tout simplement, imaginons des danseurs qui dansent sur une piste de danse. Lorsqu'on augmente la température, les danseurs dansent plus vite et ils se bougent plus rapidement, et donc on va avoir besoin de plus de place autour d'eux. Alors ceci va créer, bien entendu, en quelque sorte un désordre, et c'est ce qu'on appelle une structure gauche-trans-gauche, ou 6-trans-6. Eh bien, c'est ce qui caractérise la membrane quand elle va avoir cette allure beaucoup plus fluide. C'est ce qu'on appelle aussi une structure de type cristal liquide ou L-alpha, phase L-alpha, lamellaire alpha. Alors l'augmentation de température, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va provoquer l'augmentation des forces de collision entre les molécules. L'énergie de vibration devient supérieure à l'énergie de liaison. Évidemment, on est en train de parler d'une énergie de liaison pour les liaisons relativement faibles, telles que les liaisons hydrogène et hydrophobes. Maintenant, la composition lipidique va aussi avoir un rôle très important. En effet, la température de transition dépend de cette composition. Les phospholipides formés par des acides gras saturés auront plutôt des chaînes ordonnées. Alors on voit dans ce schéma la zone polaire, la tête, et ensuite les pattes. En fait, les pattes, on peut dire, on a deux parties, en quelque sorte, la partie en haut du genou et en bas du genou. Alors, on peut avoir des parties qui peuvent être flexibles, les deux. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec la saturation? On aura une augmentation des interactions hydrophobes. Avec la saturation, si les interactions hydrophobes augmentent, donc on va augmenter la température de transition. D'autre part, la longueur des chaînes joue un rôle aussi important, puisque la longueur des chaînes, si les chaînes sont plus longues, la température de transition aura tendance à être plus élevée. Par contre, si nous avons des phospholipides formés par des acides gras insaturés, donc on aura des chaînes désordonnées, la zone polaire ne va pas changer, le bout des pattes ne changera pas, restera tout aussi flexible, mais la partie intermédiaire, à cause de la présence des doubles liaisons, aura tendance à devenir rigide. Donc, la saturation va provoquer une augmentation de la température de transition. À l'opposé, la présence de double liaison va provoquer une diminution de la température de transition. Maintenant, l'influence du cholestérol est très importante. Le cholestérol, rappelons-le, forme entre 25 et 50% des lipides. Pourquoi il est important? Parce que le cholestérol, vous voyez, il a cette caractéristique d'avoir la zone polaire, le bout de la pâte qui est assez flexible, mais cette fois-ci, la présence de tous ces noyaux aromatiques confère au cholestérol une certaine rigidité dans la partie proximale, la partie qui est proche de la zone polaire. Alors le cholestérol, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenir la fluidité à basse température, il va inhiber la cristallisation des acides gras par ce qu'on appelle l'interférence stérique, espacer les phospholipides en phase gel ou L-bêta, empêcher la transition. Alors les mouvements des lipides en phase lamellaire fluide, c'est-à-dire dans la phase L-alpha, sont de plusieurs natures. Ces différents types de mouvements sont caractérisés par une mesure qui est une mesure qu'on appelle le temps de corrélation. Alors ce temps de corrélation, c'est le temps moyen pris par une molécule pour tourner de 1 radian. Alors voyons quelques exemples. Les mouvements intramoléculaires. Alors le premier cas, c'est le cas de l'isomérisation trans-gauche ou cis-trans. Dans ce cas-là, le temps de corrélation est égal à 10 puissance moins 10 secondes. C'est donc un temps très très court, donc la fréquence est très élevée. Dans le cas des rotations des liaisons carbone-carbone, dans le cas donc des liaisons simples, pas des liaisons doubles, qui au contraire donnent une rigidité à la molécule, dans le cas des liaisons simples, donc, le temps de corrélation est encore plus rapide, il est de l'ordre de 10 puissance moins 11 secondes. Dans le cas des mouvements moléculaires au sein de la membrane, on a la diffusion rotationnelle. Alors dans le cas de la diffusion rotationnelle, on aura deux temps de corrélation importants. D'une part, le mouvement perpendiculaire au plan de la bicouche, qui lui est caractérisé par un temps de corrélation de 10 puissance moins 9 secondes, et d'un autre temps qui est en fait l'oscillation de l'axe rotationnel. Alors cette oscillation de l'axe rotationnel, vous voyez qu'elle est de l'ordre de 10 puissance moins 11, c'est-à-dire
tout aussi rapide que la rotation des liaisons carbone-carbone. Maintenant, il y a des mouvements un peu plus lents, qui sont des mouvements de diffusion latérale. Alors dans le cas de la diffusion latérale, nous avons deux types de possibilités. Nous avons la diffusion qui est relativement rapide, que dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un phospholipide, par exemple, qui va se déplacer d'un endroit à l'autre tout en restant dans la même monocouche. C'est un mouvement de l'ordre de 1 micromètre carré par seconde, c'est-à-dire 10 puissance moins 12 mètres carrés par seconde, c'est-à-dire une vitesse de plusieurs microns par seconde. Dans ce cas-là, le temps de corrélation, il est de l'ordre de 10 puissance 6 à 10 puissance moins 7 secondes. Donc, vous voyez que c'est très fréquent, c'est rapide, mais malgré tout, c'est plusieurs ordres de grandeur inférieurs. Rappelons que, par exemple, le temps qu'on a vu tout à l'heure de l'oscillation de l'axe rotationnel ou la liaison carbone-carbone, c'était de l'ordre de 10 puissance moins 11. Donc, c'est quand même quelque chose qui est 10 000 fois plus lent, tout en étant extrêmement rapide, puisque c'est de l'ordre du millionième de seconde. L'autre caractéristique, c'est la diffusion transversale. Dans ce cas-là, c'est le mouvement qu'on appelle de flip-flop. Alors dans ce cas-là, certains phospholipides, rappelez-vous, ce n'est pas le cas de tous les lipides membranaires, mais certains phospholipides qu'on trouve aussi bien dans la couche externe que dans la couche interne, peuvent passer d'une couche à l'autre. Mais c'est malgré tout un mouvement qui est de l'ordre de quelques heures, voire même de quelques jours. Donc ce temps de corrélation du flip-flop est vraiment quelque chose de très très lent, un mouvement rare. Puis finalement, sans entrer dans le détail, signalons quand même un autre type de mouvement important, ce sont les ondulations de la surface membranaire. Puisque nous avons cette mosaïque fluide, il peut y avoir des sortes de vagues qui se propagent à la surface de la cellule. Ce sera dans ce cas-là des mouvements collectifs de l'ensemble de la membrane. Parfois, ces mouvements correspondent à des vibrations spontanées et le temps de corrélation de ces vibrations est de l'ordre de 10-3 à 10-6 secondes. C'est donc un temps plus lent, au maximum de la vitesse aussi rapide que la diffusion latérale, mais généralement plus lent que la diffusion latérale, mais malgré tout plus rapide que la diffusion transversale. Maintenant, les protéines, comment jouent-elles un rôle dans la fluidité de la membrane? Alors, les protéines, il faut considérer qu'elles sont tout d'abord exclues des régions contenant des lipides à chaîne ordonnée. Elles sont entourées de chaînes désordonnées, surtout de sphingolipides et de cholestérol, et les protéines ont tendance à s'agréger pour empêcher la transformation conformationnelle, c'est-à-dire la transition entre la phase gel et la phase cristal liquide. Alors, comment comprendre un peu ces protéines? Eh bien, ces protéines vont former des microdomaines. En quelque sorte, c'est une ségrégation latérale des protéines qui vont former des radeaux. On peut voir ça comme on les appelle parfois justement des radeaux ou des icebergs. Alors dans ces deux cas, on voit apparaître un creux de fluidité. Alors ces microdomaines ont une taille variable qui peut varier de 70 à 350 nanomètres. Ces microdomaines peuvent former en fait des zones d'ancrage de protéines et ce sont donc des domaines extrêmement importants puisque c'est des domaines très actifs pour les interactions cellulaires. Notamment, ce sont des domaines dans lesquels vont avoir lieu des transductions de signaux. Parfois, on appelle justement des zones de transduction. Alors, dans le cas des protéines, il y a une très grande hétérogénéité. Nous l'avons vu tout au départ, non seulement par leur structure, leur poids moléculaire, mais par leur forme aussi. Alors, sans entrer dans trop de détails, rappelons qu'il y a deux types de protéines. Les protéines pouvant avoir une diffusion latérale assez rapide, ça peut varier selon le type de membrane entre 30 et 80% des protéines. Dans ce cas-là, la diffusion sera fonction de la température. Cela signifie qu'à 37 degrés, on aura une diffusion latérale assez rapide, mais au moins un ordre de grandeur inférieur à celle des lipides. Il faudra à peu près 10 ou 60 minutes pour parcourir 20 microns. À 15 degrés, les protéines vont être pratiquement immobiles. Alors, ce qui est important, c'est que cette diffusion latérale rapide de ce type de protéines ne dépend pas du métabolisme, uniquement de la température. Puis, bien entendu,
Si on augmente trop la température, à ce moment-là, il y aura dénaturation des protéines et bien entendu aussi de l'ADN double brin. Pour d'autres protéines, la diffusion latérale sera quasiment nulle, donc très inférieure à 1 micron carré par seconde. Donc de l'ordre de 10-12 à 10-16 mètres carrés par seconde. Alors pourquoi ces protéines peuvent être intéressantes? Eh bien, ces protéines peuvent être intéressantes pour des applications en résonance paramagnétique électronique, qu'on appelle aussi RPE, et on utilise ces protéines comme sonde de spin, ou bien dans la résonance magnétique nucléaire, lorsque nous aurons des carbones marqués particulièrement, et donc pour pouvoir suivre certaines positions des cellules ou caractériser certains tissus, bien entendu, c'est important de pouvoir jouer sur des protéines qui ont une diffusion latérale pratiquement nulle. Puis finalement, bien entendu, les protéines, elles sont pour leur grande majorité intégrées à la membrane, sont transmembranaires, et puis les protéines ne se mettent pas tête bêche, il n'y aura jamais de flip-flop de protéines. Puis maintenant, on va pouvoir passer à la régulation. Alors la régulation de la fluidité membranaire, on a vu maintenant les constituants principaux, on a vu comment ces constituants peuvent jouer sur la fluidité. Alors maintenant, on va un peu mettre tous ces éléments ensemble. La membrane cellulaire est 100 à 1000 fois plus visqueuse que l'eau. Alors, tout d'abord, le désordre. Si le désordre augmente, la fluidité augmente. Si la fluidité augmente, il y aura un fonctionnement optimal des membranes. Alors, si on a un fonctionnement optimal des membranes, cela signifie que, par exemple, deux sous-unités d'un même enzyme peuvent coopérer, être actifs, et notamment c'est le cas pour l'activation des récepteurs. Les chaînes désordonnées en conditions physiologiques vont pouvoir maintenir du désordre par des variations de composition lipidique. Alors ça c'est important, notamment dans le cas des bactéries. En effet, les bactéries sont souvent confrontées à des situations où la température dans laquelle elles vont se trouver peut varier. Prenons le cas des Escherichia coli, qui peut se trouver dans des conditions pouvant varier entre 15 et 40 degrés, à peu près. Alors dans ce cas-là, les bactéries auront tendance à essayer de changer la composition lipidique. Donc activement, la bactérie va, en fonction de la température, essayer d'avoir une composition différente et maintenir une fluidité aussi constante que possible. Maintenant, dans le cas de vertébrés à sang froid, c'est les vertébrés poikilothermes, ce sont les poissons et les reptiles, eh bien ces vertébrés, ils n'auront pas tellement la possibilité de changer la composition lipidique de manière très active, mais alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de changer la position où ils se trouvent, c'est-à-dire essayer de rechercher les sources de chaleur de manière à maintenir la fluidité de leur membrane aussi constante que possible. Malgré tout, certains de ces vertébrés vont passer par des phases en quelque sorte d'hibernation ou des phases hivernales. Bien entendu, ce n'est pas le cas de toutes les espèces, mais certaines espèces qui le font vont pouvoir s'adapter à ces phases hivernales ou d'hibernation en changeant aussi la composition lipidique. Donc, une chose intéressante, c'est de remarquer que la biosynthèse des lipides membranaires est une voie métabolique qui a lieu essentiellement dans la membrane cellulaire elle-même. Donc on voit un bel exemple de rétroaction métabolique sur une série de réactions, là où il faut qu'elles puissent s'adapter et s'appliquer. D'autre part, certaines protéines membranaires ne sont rien d'autre que les enzymes nécessaires à cette biosynthèse. Donc on voit là, encore une fois, un bel exemple d'adaptation du positionnement, disons, de ces éléments nécessaires à la biosynthèse des lipides membranaires. Et si maintenant on essaye de mettre tout ça sur une balance, rappelons que le but c'est de maintenir une fluidité aussi constante que possible. Si nous avons des lipides à configuration ordonnée en excès ou à cause de la température qui est trop froide, eh bien la fluidité sera trop faible. Et donc il faut essayer d'équilibrer ceci
en ayant des lipides à configuration ordonnée en moindre mesure, ou bien en rajoutant des protéines et du cholestérol qui vont introduire un élément de désordre, de chaos, et donc avoir tendance à augmenter la fluidité. Dans un autre extrême, on peut imaginer qu'on a un excès de lipides à configuration désordonnée. Donc dans ce cas-là, la membrane est beaucoup trop fluide. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien encore une fois, les protéines et le cholestérol vont jouer un rôle beaucoup plus stabilisant et donc avoir tendance par les agrégations locales, interactions lipides et protéines, à remettre la balance de la fluidité vers son point d'équilibre. Donc protéines et cholestérol jouent un rôle très important pour l'équilibre de cette fluidité, pour essayer de la maintenir toujours à son niveau optimal.